Eh bien, si je peux commencer ma petite causerie, d'abord, je suis très honoré de la faire devant vous, devant une assemblée aussi amicale. En effet, le problème des migrations, c'est toujours posé, mais celui-ci se passe sous le regard du monde entier. Et c'est un phénomène universel. Nous, on voit celui qui est en Europe, mais je pourrais parler des migrations africaines qui sont 10 fois plus importantes. C'est surtout pour les pays voisins, mais il y a des camps de réfugiés considérables à travers toute l'Afrique, en particulier Kenya, aux frontières de l'Afrique du Sud. Euh, les pays se déversent, si j'ose dire, par leur jeunesse, les uns dans les autres. Le Cameroun au Nigeria, le Kenya, mais c'est aussi en Asie, mais c'est aussi en Amérique du Sud. Le regretté Trump nous avait beaucoup alerté sur le mur, comme si les murs devaient arrêter la pression des gens qui veulent vivre. Et puis, les migrations européennes ou la Méditerranée, depuis le début des années 2000, il y a environ 30 000 personnes, et hommes, femmes, enfants, qui reposent au fin fond de la Méditerranée. C'est une, c'est une migration tragique. Le 19e siècle et les siècles précédents, on avait connu aussi de ces migrations. Je pense à la famine irlandaise. Et d'ailleurs, Joe Biden, son arrière-grand-père ou son grand-père, vient de cet exode d'Irlande. Donc, ce n'est pas un phénomène nouveau. Sauf que c'est la notion du temps qui a changé. Maintenant, c'est la notion de l'instantané. On peut dire que ce sont, en somme, des peuples entiers qui se trouvent au contact des limes, comme disaient les Romains, qui sont le plus interpellés. Je pense à l'Italie, la Grèce, mais aussi l'Allemagne, mais l'Espagne, les Canaries, que sais-je. C'est la problématique des marches de l'Empire. Et donc, pour ça, on essaye de les contenir. On fait des affaires avec euh, la Turquie, par exemple, pour être contraignant. C'est les murs un peu partout en Europe. Et c'est un phénomène où les gens s'entassent, finissent par passer, tenter leur chance au prix de mille dangers qui vont les transformer. Et donc, pour ce qui concerne la France, oui, il y a des dispositifs. Oui, le droit d'asile, c'est quand même les Français qui, non premiers, ont, se sont servis de ce terme, de cette sémantique, droit d'asile. C'était en 1793, en disant que le territoire national, la France, pouvait accueillir tous les gens qui sont victimes de guerre et d'oppression. Je voulais dire qu'il y avait un petit bémol. 1793, la Convention invente aussi la loi des suspects. Ceux qui avaient le mauvais goût de partir en Angleterre, revenir, étaient les ennemis de la patrie. Donc, il y a toujours une interprétation de ce droit d'asile. Mais toujours est-il que le concept, c'est les Français qui l'ont inventé depuis, bien sûr. Il s'est modifié, enrichi, et le concept a représenté beaucoup plus de choses euh, qui concernent les réfugiés politiques, jusque ou les réfugiés de guerre, jusqu'à ceux qu'on arrive, pour des raisons de budget, à une conception horrible qui est le réfugié économique. Pourquoi l'appelle-t-on économique? Parce qu'on pense qu'ils viennent profiter euh, des, euh, de l'assistance de la France. C'est une escroquerie. Les réfugiés économiques, ça n'existe évidemment pas. C'est les gens qui sont à bout de souffle, qui n'arrivent plus, pour des raisons de sécheresse, climatologiques, de guerre, pour des raisons, n'arrivent plus à produire sur leur terrain, leur petit champ qui avait assuré la subsistance pendant des générations, et sont obligés de partir. C'est ça, les réfugiés économiques. Donc, c'est un terme qu'il faut, je crois, bannir de notre vocabulaire. C'est un terme de notre monde
qui ne jure que par l'économie, par la finance, et qui voit les gens comme des gens qui essayent de s'insérer pour survivre avec les bienfaits des autres, avec l'assurance. Voilà, je raconte ça parce que il y a une suspicion pour les gens qui vont venir, une suspicion politique. N'a-t-on pas créé un délit de solidarité? Maintenant, ce délit est parti. N'a-t-on pas trouvé pour les limes, pour les marches, le Dublin? C'est-à-dire que les gens peuvent demander l'asile à condition qu'ils soient dans le pays où ils ont atterri. Il n'y a pas 36 000. Et mon ami Sylvie Kejmanzuka a trouvé un syndrome psychiatrique, enfin de souffrance psychique qu'elle appelle le syndrome des Dublinés, où les gens deviennent des espèces d'apatrides. Ils sont dans un pays, et, clandestinement ou pas, ils y restent, ils s'adaptent, ils sont foutus dehors et ils vont aller chercher un asile, si vous voulez, dans le pays d'origine. Ils sont renvoyés, c'est le syndrome du mistigris, le syndrome du Dubliné. Alors, je peux vous parler aussi des accords du Touquet, où aux limites de l'Europe, désormais, les fonctionnaires anglais viennent pour mettre une barrière entre l'Europe et eux. Il y a des tas d'astuces pour qui sont c'est plus la grande muraille de Chine, c'est la grande muraille d'Europe, où les gens sont coincés comme des rats. Alors bien sûr, pour nous, il existe des tas de choses dans l'asile, tout le monde le sait bien. Nous avons un accueil, c'est dans notre constitution, c'est à la constitution européenne, on doit les accueillir, les demandeurs d'asile. Pas aussi généreusement que la constitution allemande à l'époque où les gens qui demandent l'asile, ben, on leur assure l'asile provisoire, en tout cas, on les forme à la langue, on leur donne un peu d'assistance, mais c'est pas sûr qu'ils restent. Ils peuvent être déboutés chez nous. Donc, quand les gens font une demande d'asile, eh bien, leur dossier est examiné. Il y a des procédures pour aller plus vite et on examine leurs problématiques. Et s'ils sont refusés, alors tant qu'ils sont en asile, oui, ils ont une aide. Avant, c'était l'ATA qui devient l'ADA, qui n'est pas le Pérou, certes, mais qui peut assister les gens et leurs familles. Et ils ont un recours à la Cour nationale du droit d'asile, et même un recours au-delà, mais ça, il faut être bien conseillé. Et donc, en principe, il y a des CADA, des CAVDA, il y a des centres d'hébergement, pour ce que ça vaut d'ailleurs, qui sont au-delà de la saturation. Et c'est pour ça que les gens qui demandent l'asile, ou les gens qui ont obtenu l'asile, ou les gens qui ont le droit de rester sur le territoire, eh bien, ils se regroupent parce que, par exemple, à Port-d'Ormélier, à Saint-Denis, et vous savez, il y a l'éternel balançoire entre le sanitaire ou l'humanitaire, et puis il y a aussi le, le répressif. Donc la balance va de temps en temps, et très souvent, malheureusement, elle tombe du côté répressif. Voilà pourquoi c'est si difficile, le statut des réfugiés et des gens qui demandent l'asile. Allez voir aux Canaries, allez voir à Lesbos, mais allons voir surtout aux portes de Paris. Et les gens refluent même en descendant la Seine et à l'entrée de toutes les grandes villes. S'il n'y avait que des adultes, il y a ce qu'on appelle aussi les MNA, les mineurs non accompagnés, et de faire des difficultés comme ça, de ne pas avoir une politique globale, fait que on fait la politique des passeurs. On transforme ces exils, ça a été de tout temps bien sûr, en une vaste mafia qui raquette quand les gens sont en traversant la Libye, que sais-je, ou d'autres pays
ne sont pas exploités, surexploités de toutes les façons possibles. Donc, avec notre politique, qui est une APS, qui est une politique, je veux dire, un peu dynamique, conservatrice, frileuse, derrière nos murs, ce que j'ai appelé à une autre époque, derrière notre syndrome Maginot autour de l'Europe. Maginot, vous savez, on était invincible en juin 40, puisqu'on avait des frontières tout autour de nous. Et l'Europe s'est construite différemment, n'est-ce pas? Et puis, on n'a pas forcément gagné la guerre. Donc, je voulais, en préalable, raconter ces périples et les difficultés qu'ils vont rencontrer et le syndrome post-traumatique qu'on est obligé d'avoir, surtout dans cette longue marche, de ce long exil qui va se passer à travers le monde. Et donc, quand ils vont arriver là, en demandant l'asile, avec comme perspective de venir sur notre territoire, avec quelque chose de notre époque qui est très particulier. Très particulier d'abord, ça se passe en direct, en live. Le temps a disparu. Par exemple, le temps du 19e siècle, quand l'Italie, l'Irlande, ceux qui fuyaient, les Juifs qui fuyaient le nazisme, les bolcheviks, il y avait un temps plus ou moins long. Quand ils arrivaient, par exemple, soit en Australie, soit le plus souvent aux États-Unis, où ils arrivaient à l'île Ellis Island, qui s'appelait aussi l'île aux pleurs, parce que tout le monde n'était pas accepté. Mais il y a des millions de gens qui sont arrivés et qui ont construit les États-Unis, qui ont construit la force et la vigueur des États-Unis. Il faut reconnaître aussi que beaucoup d'Italiens qui avaient fui la misère sont revenus aussi pour construire leur pays. L'exil n'est pas forcément à sens unique. Il peut y avoir des allers-retours, je pense, au Liban, Syrie. Donc, si vous voulez, la politique restrictive, la politique de Maginot n'est pas forcément, ce manque de générosité n'est pas forcément payante, et surtout pour les vieux Européens. Alors, comment faire? Comment introduire de l'humain? Je dirais le contenant et le contenu. Ben, le contenant, c'est tous ceux qui sont sur le front, sur la première ligne. Nous, les soignants, les travailleurs sociaux, les administratifs. Et avec, on dispose de beaucoup de choses sur l'hébergement, sur l'aide. C'est plus la folle aventure comme du film célèbre d'il y a 15 ans, America, America. On voit l'histoire d'un petit Arménien qui attend de faire venir sa famille. Non, c'est pas tout à fait ça. Il y a beaucoup de possibilités, il y a des lois de protection. Malheureusement, dans le contenant, dans le contenu, il n'y a pas tellement de ressources. Alors le contenant, c'est à nous d'introduire de l'humain. Et je vais dire des choses, pardon, je vais faire des petits jeux de mots. J'allais dire le béaba de l'accueil, béaba, c'est des fondamentaux. Et ça, c'est par expérience, par le retour de mes camarades, c'est simplement les voyelles. Il va falloir se souvenir des voyelles. Tout le monde sait, c'est A, E, I, O, U. Eh bien, partons du A. A, ça veut dire accueil. A, ça veut dire accueil apaisant. Parce qu'on sait ce qui est arrivé à tous ces gens, et surtout les jeunes, les enfants. On doit avoir en tête cet accueil, disons, mais humain, c'est ce que vous m'avez demandé de dire, ce qu'on entend par humain, c'est quelqu'un, c'est mon semblable, c'est pas mon pareil, bien sûr, il est exotique, il est magique, il a une histoire, il parle pas la même langue, il est rebutant, il n'a pas la même gueule, oui, mais il est quand même notre famille. Notre famille, parce que le principe est le suivant. Quand quelqu'un est en perdition dans la montagne, on sait qu'il y a quelqu'un en perdition. Mais tout le monde trouve ça normal, quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vu, d'envoyer des sauveteurs. Il y a un type qui va crever si on n'y va pas, d'envoyer des secouristes, des hélicoptères qui prennent 1000 risques dans la tempête. Et on va le chercher. Et on va le chercher parce que un homme en danger, ontologiquement, est le représentant de toute l'humanité. C'est toute l'humanité qui risque la mort.
toute l'humanité qui est le statut de mortel, qui risque de mourir. Alors il faut y aller. Après, quand on descend dans la vallée, on s'aperçoit que c'est un gangster, un salopard, tout ce qu'on veut. Mais ça, c'est la justice des hommes. Ça, c'est la société. Mais je parle ontologiquement. Un homme, il faut aller le chercher. Il est en danger de mort. C'est même pas un devoir, c'est kantien. On le fait au nom de l'universalité. On le fait parce qu'il faut le faire. Il n'y a pas d'explication d'autre. Il faut le faire parce que c'est un homme. Il y a eux. Alors, on peut en discuter. Accueillir, accueillir mille misères, rappelons-nous, accueillir et apaiser, les deux. C'est l'écoute, écoute attentive. Évidemment que c'est là, nous, c'est le 10e qu'on voit dans la journée, mais lui, c'est la première fois qu'il te voit. Et donc, il faut écouter ce qu'il a à dire. C'est son histoire. Il faut écouter cette souffrance. Le syndrome post-traumatique, d'ailleurs, que les cellules d'urgence médico-psychologiques que j'écris à l'époque, en 95, fait que les gens parlent. Ils ont besoin d'une tribune. Ils ont besoin de raconter, même si c'est stéréotypé, bien sûr, qu'on connaît par cœur. Tous les journaux l'ont raconté, tous les journaux porteurs d'émotions, tous les reportages l'ont dit, toutes les séries, il y a même une série sur ce périple. Oui, mais il faut écouter. Il faut écouter ce qu'ils ont à dire. Et écouter avec leurs mots, hein, avec leurs mots et dans leur langue. Les gens racontent leur souffrance dans leur langue. C'est pour ça qu'il faut des traducteurs un peu qui ne tournent pas autour du pot, parce que des fois, c'est des langues crues. Combien de fois, et j'ai trop long, combien de fois, Madame Georges, l'a entendu, et j'y étais à la passe de Necker, Claire Georges, oui, à la passe de Saint-Louis, où les gens racontaient, par exemple, des jeunes, et qui n'osaient même pas en parler, qui ont été violés, qui ont servi d'esclaves sexuels le long de leur périple, qui ont honte de ça, ou qui l'ont digéré, ou qui l'ont enfoui profondément, et qui l'ont transformé. Écoutez, une écoute attentive, mais on ne force pas, c'est pas nous qui allons leur dire les mots. Il faut leur permettre de dire les mots dans leur langue. Ah oui, ça prend du temps. On est au troisième voyelle. Informer. Il faut donner toutes les informations. Bien sûr que tout le monde a tout le monde a son portable. Bien sûr que les informations sont transmises de l'un à l'autre. Et d'ailleurs, c'est même incitatif, par exemple, pour les enfants, pour les Marocains, pour les petits Marocains qui sont à la goutte d'or. Dieu sait qu'on les a baratinés. La goutte d'or, c'est Eldorado. C'est le pays de l'or. Dieu sait qu'on les a baratinés. Et on a baratiné. Et c'est même comme ça que les passeurs se sont enrichis. Donc, informer correctement de nos possibilités, des échecs. On ne va pas aller d'administration en administration. Quand j'étais au SAMU social, quand on ne savait plus comment faire avec les gens, on disait, ben, on les amenait aux urgences. Oui, oui. Non, on les amène aux urgences. On demandait à l'infirmière, vous amenez juste, vous restez le temps qu'il faut jusqu'à ce que vous rencontriez le médecin. À ce moment-là, vous pouvez les lâcher. Mais l'envoyer en administration, elle ne sera jamais adéquate à la complexité du cas. Donc, il faut faire attention, pas les envoyer. Bien sûr, il y a mille et une structures. Mais si vous les envoyez à une structure qui ne comprennent pas déjà la plupart du temps, qui en ont marre, d'ailleurs, chacun sait l'exclusion pour certaines administrations, pour certains hôpitaux, pour certaines urgences, que l'exclusion s'arrête vendredi soir à 17h. Elle s'arrête en début juillet. Elle va reprendre en octobre. Non, je rigole. Si on est administratif, on les envoie. Donc, il faut informer autant qu'on peut le faire. Avec l'expérience qu'on a, on sait quels écueils ils vont rencontrer. On sait. Alors, j'ai Suzanne Tartière, avec qui je travaille, m'a appris le syndrome du paillasson. Ça, c'est facile. Quand vous avez téléphoné 50 fois, que vous avez envoyé 50 mails, et qu'on vous dit, mais elle n'est pas là, elle est en congé, en RTT, maternité, il n'y a qu'une chose à faire, le paillasson.
On se couche devant la porte et on attend que la personne passe. Au petit matin ou le soir tard, c'est très efficace. Quand rencontrer un obstacle humain. Donc, je crois qu'il faut suivre dans cette information, en fonction de notre expérience, qu'est-ce qu'on va leur donner comme vrai. Bon. Et O, bien sûr, ça veut dire orienté. Les gens qui viennent ici sont un carrefour. Alors évidemment, en France, on a quelque chose de génial que par l'OFIB, et c'est l'AME. Quand les gens viennent pour des raisons médicales, parce qu'ils ne peuvent pas se faire soigner chez eux. Nous, en France, et moi j'aime le dire, en France, on ne tient pas compte à partir du quand il a développé sa maladie. Pour nous, Français, c'est depuis quand il était malade, est-ce qu'il y a dans le pays qu'il a quitté, est-ce qu'il y a des possibilités dans le cancer, dans la dialyse, dans que sais-je. Il y a beaucoup aussi de complaisance. Combien de syndrome post-traumatique on a vu. Mais bon, il vaut mieux écouter les gens informés, les aider pour l'orientation. Rappelons-nous qu'on est tous, depuis les temps immémoriaux, des descendants de migrants, des descendants, il n'y a pas tout ça à l'époque. Et U, mais c'est avec O, ça veut dire utiliser les connaissances qu'il a lui-même pour raccrocher ce qu'on sait et ce qu'on lui offre. Voilà pour ce qui contenait, c'est le contenu. Maintenant, le contenant, c'est expliquer toute l'aide qu'on pourra développer, tous les bâtons qu'on va mettre dans les rues, de comprendre le potentiel. Vous savez, on est à l'aube de grands changements. Le Covid, c'est une catastrophe, mais il est porteur de changements, oui, notre conception de la psychiatrie, notre conception de l'accueil, notre conception de l'urgence, des maladies chroniques, la vaccination, là on pourra en parler. Petit à petit, on tire le tapis sous le schéma pasteurien pour aller dans une autre époque des manipulations génétiques. C'est tout un territoire qui s'ouvre. Et donc, c'est porteur, cette catastrophe, elle est porteur de grands changements. Et peut-être que, on l'a dit peut-être un peu facilement, et c'est plutôt les gens d'extrême droite qui l'ont dit de manière dégueulasse, que c'est des gens qui préparent le grand changement, que les Blancs, les Européens, ils vont être changés avec les chrétiens. Il ne faut qu'à demander à M. Orban ce qu'il en pense, vont être changés par les islamistes. Il faut raison garder. Bien sûr qu'il y a un grand danger sur toute la planète, que c'était islamisme mal compris qui pense recommencer les GIR et les Émirats, mais c'est autre chose. Il faut rentrer dans la subtilité, dans la complexité. On est les enfants des Lumières, et donc bien comprendre tout ce qu'on a en tiré non seulement par la fraternité, aussi pour les gens qui croient à quelque chose, qui croient au ciel en tout cas. Et il faut se référer à Lévinas, ce que ça représente, l'altérité. C'est, j'ose dire, c'est la présence de la transcendance, la présence de Dieu dans mon... Pardon de parler de Dieu, enfin c'est un peu plus fort que moi, mais c'est la présence de Dieu dans l'autre, dans la face de l'autre. D'ailleurs, Dieu est mis à rude épreuve puisque nos faces sont masquées. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'à l'époque de nos arrière-grands-parents, il y avait la rumeur qui circulait. La rumeur, dès qu'on met en question, d'ailleurs on est complotiste, mais les gens qui se disaient autour du café, c'est aussi un syndrome que nous avons inventé qui s'appelait le syndrome du café d'en face, où on peut parler, on se raconte des trucs, des vrais, des pas vrais, on rencontre que des héros au café d'en face. Mais là, il n'y a plus de tribune, il y a la rumeur qui se répand sur les réseaux, sur Internet, et qui accompagne ces grands brassages de population. Donc, il faut expliquer, orienter, s'appuyer sur les savoirs. Il n'y a pas des cultures différentes, puisque les hommes sont les mêmes. Si on croit à Jung, à l'inconscient collectif et aux archétypes,
tout le monde. Euh, les cultures, c'est plutôt des sous-cultures de passage par rapport à la structure de l'humanité. Donc, il faut se rappeler euh, du miroir que nous tendent ces gens, euh, ces, ces mouvements tectoniques des peuples. On peut dire c'est oui, mouvements tectoniques. Et on voit bien le tremblement de terre, c'est pour employer le terme des anciens Romains, c'est au limès que ça se passe. Donc on voit bien euh, les plaques tectoniques des peuples qui vont se rencontrer là-dessus sur une inquiétude de changement climatique, de terrorisme, de tout. Bien sûr, le monde est dangereux, mais il l'a toujours été. Hein. Il l'a toujours été. Moi, je crois que, et je voudrais finir là-dessus parce que je ne voudrais pas fatiguer tout le monde, euh, je crois que en germe, il y a un profond changement d'humanité que nous racontent ces éclaireurs, que nous racontent ces avant-gardes. Et donc, il faut savoir les accueillir. Pas tous, il y aura des rejets. Écoute, il ne faut pas ouvrir les frontières, encore que toute ma carrière a été sans frontières. Mais bon, mais en effet, la politique ne se fait pas sans frontières. Je ne vais pas faire comme les Britanniques en expliquant que les frontières, ça sert à la dynamique des peuples. Et je pense que les frontières sont sans doute nécessaires, que c'est un sas, un passage, mais qu'il faut développer des structures humaines. On n'est pas dans ce que raconte Zygmunt Bauman, qui dit c'est la société liquide, tout se vend, tout s'échange, tout s'achète. Il n'y a pas que le côté économique, on n'est pas des choses à vendre, on n'est pas euh, dans des objets, quoi. Il faut miser sur la transcendance, sur l'éducation, sur l'empathie et s'intéresser aux autres. Et les gens, on peut obtenir n'importe quoi par l'intérêt, par le sens, par l'amour. Je vous remercie. En tout cas, merci. J'ai une question à te poser. C'est pas moi, c'est, tu sais qu'on a une espèce de chat. C'est Éric Martinan, que tu connais bien, qui Oui. pose la question. Merci de dire en quoi les principes des droits de l'homme constituent toujours une révolution à approfondir, que ce soit pour le droit d'asile et le droit aux soins. Ça a été une révolution, les droits de l'homme. Ça venait après un long, long travail d'absolutisme. On a eu du mal à se dégager, et on le voit encore chez les enfants des rues, de l'appartenance à un groupe. D'ailleurs, sous l'Ancien Régime, les gens, les nobles à la campagne, euh, ils appelaient les gens indifféremment, des gens qui travaillent au champ, ils étaient tout brûlés par le soleil, et Guillaume. Guillaume, c'est n'importe qui. Guillaume, William, c'est interchangeable. Ils appartiennent à un groupe de cutéreux, de terrestres. Petit à petit, l'identité est venue. On n'est pas que, on appartient à un groupe, oui. On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement parce que c'est pas moi qui le dis, c'est la théorie de Arthur Kessler, que le petit de l'homme, quand il vient au monde, il est forcément dépendant, contrairement aux autres animaux qui sont très très vite autonomes. Le petit de l'homme, non. Il dépend de sa mère, bien sûr, mais il dépend aussi des adultes de proximité, de son père, de sa mère, de son oncle, de sa tante, mais aussi des voisins et du groupe auquel il appartient. Et donc, il est soumis à une hiérarchie. Il a tendance à être soumis à la hiérarchie, ce qui explique sans doute la facilité avec laquelle la hiérarchie s'impose. Mais donc, il appartient au groupe. Et très souvent, et en particulier dans la société traditionnelle, les gens ils ont une âme groupe. C'est très difficile de dire sujet. Par exemple, dans l'ancienne Afrique que j'ai connue, un adulte s'adressait à un enfant, il ne s'adressait jamais à un enfant. Il s'adressait à un groupe d'enfants. Il ne pouvait pas comprendre. Enfance, ça veut dire celui qui n'a pas la parole, celui qui ne veut rien dire, on ne peut pas avoir d'échange. Donc, l'enfance de l'humanité, c'est le groupe auquel il appartient. Petit à petit, après des siècles d'absolutisme, les droits sont apparus. Mais ça a mis des siècles.
Et puis il a fallu tout ce long travail de, des Lumières, des encyclopédistes, pour accoucher des droits de l'homme. Et d'ailleurs, ça ne s'appelait pas les droits de l'homme, ça s'appelait les droits de l'homme et du citoyen. Ça veut dire, tu as un droit de l'homme, tu as ta liberté, oui, mais tu as ta liberté avec les autres avec qui tu cohabites, le droit de l'homme et du citoyen. Et c'est là où il y a l'émancipation des Juifs, à cette époque, où on a dit, ça a été écrit en toutes lettres, je ne me rappelle plus qui malheureusement, rien comme peuple, tout comme citoyen. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'appartenance spécifique, vous êtes un sujet personnel qui vous gérez vous-même avec vos droits et devoirs. Droits de l'homme et du citoyen. Et maintenant, et Dieu merci, ces droits de l'homme ont permis quand même petitement de s'inscrire dans les constitutions des pays et de l'Europe. Elles sont infranchissables. C'est pas. Maintenant, on est en train de prendre une mauvaise pente quand on parle des pour les droits humains. Je suis d'accord. Encore, bon, on peut discuter parce que il y a la deep ecology qui finit par vous raconter le droit des arbres, des fleurs, des paysages. Et il faut faire attention quand on dit la notion de droit. Oui, il y a une notion de la loi, puis il y a une notion plus kantienne, si je veux dire, de Kant. C'est un homme, comme disait un professeur de médecine, je ne sais pas si tu l'as connu, Christian, l'honneur d'être un homme, l'honneur ontologique d'être vivant sur la Terre. Et donc, ça, c'est un droit qu'on doit respecter. D'être un homme, c'est un grand mystère, je ne peux pas répondre. Mais Dieu dire, je suis sur la Terre parce que je suis un homme, et parce que je suis un homme, j'ai ma dignité et mes droits. Voilà, donc après, il faut le traduire en loi, en décret, tout ce qu'on veut, et surtout, avoir les moyens politiques de les exiger. C'est bel et bon d'en avoir plein la bouche, les droits de l'homme. D'ailleurs, il y a un mot tellement méprisant, les droits de l'homiste. Ah oui, les droits de l'homiste, c'est-à-dire des espèces de détritus humains qui se réclament de la fierté humaine. Non, mais pour qui? C'est pas comme ça. Et donc, il faut faire attention quand on joue avec ces concepts. Le droit de l'homme, c'est le droit de la dignité d'être, point. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question.